je sais pas s'il y a beaucoup de consultants dans la salle, mais moi-même, j'ai vécu les blagues sur le consulting quand je faisais des missions de consulting. Donc j'assume, mais c'est quand même c'est un peu comme les Belges, c'est un métier caractérisé par un nombre impressionnant de plaisanteries sur le consulting. Vous tapez plaisanterie sur le consulting dans Google, vous verrez, vous perdez des journées entières en fait. Il y a énormément de plaisanteries, c'est très documenté. Il y a celle-là, cette BD qui est très connue. Et finalement, en fait, c'est assez étonnant parce que il y a une trentaine d'années, c'était le métier star, consultant. Le simple nom de McKinsey, BCG, ces grands noms-là faisaient vraiment rêver les gens. Et on a eu une transition entre ça et les producteurs de slides. Et alors, il y a même quelque chose de très étonnant. C'est une profession qui a été victime d'une marque. C'est une profession qui a été victime de PowerPoint. Aujourd'hui, le métier de consultant est véritablement associé à l'outil dominant de cette industrie qui est PowerPoint. L'image de marque de Microsoft s'est écroulée sur les 10 dernières années. Et alors, on peut se demander légitimement si l'écroulement ne vient pas de là aussi, si les consultants n'ont pas été embarqués dans la dérive PowerPoint. Mais tout ça, finalement, moi je pense souvent que l'humour montre dans les sociétés un certain malaise. C'est que de plus en plus de gens en fait réinterrogent la valeur du consulting et la valeur de ces grandes sociétés. Quoi qu'on en pense, et je pense qu'elles font un travail remarquable et qu'il y a des choses formidables qui se passent, on ne peut pas sous-estimer le fait que de plus en plus de gens réinterrogent sincèrement le rôle et la valeur des consultants dans notre société. Et ça, c'est un élément important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en même temps et que le consulting est en fait à la croisée de nombreuses tensions et de nombreux chemins. Le premier, c'est que la première valeur d'une société de consultants sont les gens qui la constituent. C'est le key asset de n'importe quelle société de consulting. Les sociétés de consulting louent de l'intelligence à des tiers, et donc il vous faut des gens intelligents. Il faut des gens intelligents à ce cœur. Et le problème, c'est que ces gens intelligents sont de plus en plus difficiles à convaincre. Ils ont de plus en plus cette tête-là, les gens intelligents. Ils veulent partir faire un tour du monde plutôt que rentrer chez McKinsey. Ils ne comprennent pas l'intérêt d'avoir un travail stable, une idée qui dépasse. Et il y a peut-être cette réalité qu'on doit tous appréhender ensemble, c'est que le travail a disparu du cœur des gens, mais pas encore de leur tête. Je trouve qu'il y a, quand vous parlez aux gens, et surtout aux jeunes gens, de leur aspiration, beaucoup prétendent chercher une raison d'être, beaucoup plus qu'un travail. Le travail arrive assez loin, en fait, dans les préoccupations des jeunes gens. Or, cette raison d'être est de moins en moins définie par « je travaille chez McKinsey » ou « je travaille chez BCG » ou « je travaille chez le moindre de ces noms-là ». Au contraire, et je veux dire, encore une fois, ce n'est pas l'ensemble des plaisanteries qu'on a au quotidien sur ces métiers-là qui font que les gens vont se sentir dans les dîners en ville, auprès de leur famille, auprès de leurs amis, comme ayant une appartenance forte à un métier qui fait rêver. La deuxième chose, c'est qu'il y a des sociétés en ce moment qui attirent beaucoup les jeunes, c'est les startups. Alors, startups qui finalement n'en sont plus. Google n'est plus une startup. Mais ils ont réussi ce tour de force extraordinaire à garder l'image de start-up. Alors, ça coûte énormément de toboggans. Ça doit être le plus grand nombre de toboggans au mètre carré. Il y en a encore plus que dans une cour de récréation. Mais finalement, les toboggans sont un élément très important de leur communication. Parce que quand vous voyez une image comme ça, quel message vous envoyez? Vous envoyez « nous ne sommes surtout pas IBM, nous ne sommes surtout pas McKinsey ». Nous valorisons l'intelligence et le fun bien plus que tout le reste. Et ça, c'est quelque chose dans lequel quelqu'un peut se reconnaître comme une mission. Et ces sociétés-là, en fait, elles ont une capacité extraordinaire à définir de façon articulée la mission qui les caractérise. Google veut organiser l'ensemble de l'information disponible dans le monde et la rendre facilement accessible. Une phrase. Tout le monde peut s'associer à ça. Tout le monde trouve ça formidable. Il y a un côté messianique dans ces entreprises. Apple, faire les plus beaux objets sur Terre et produire l'émotion chez les gens.
mission profonde, mission quasiment religieuse. Maintenant, si je vous demande quelle est la mission de Bain, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un peu plus compliqué de trouver véritablement une ambition, un message. Vous voyez, déjà une plaisanterie, non, si vous voulez. Maximize shareholder value. Voilà, c'est Maximize Shareholder Value. Make the world information accessible. C'est Maximize Shareholder Value, c'est véritablement vu comme un objectif secondaire. On peut pas se dire que Maximize Shareholder Value, c'est quelque chose qui fera que les gens se lèveront un peu plus tôt et se coucheront un peu plus tard. En plus, ce n'est même pas ma value, c'est celle de shareholder, de retraités qui ont des fonds de pension que je dois rembourser pendant 10 générations. Et voilà la réalité du gap générationnel qui s'est créé entre ces sociétés et les gens qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail. La deuxième chose, c'est que au-delà de rejoindre ces startups, vous en avez de plus en plus qui créent leurs startups. Et je pense qu'à The Family, on a un point de vue là-dessus un peu plus pertinent que beaucoup d'endroits. On a été créé le 26 mars dernier. On a reçu 800 dossiers. Je ne savais même pas qu'il y avait 800 startups à Paris, personnellement. Ça dépasse mon entendement qu'autant de gens veulent faire quelque chose d'aussi économiquement irrationnel, fonder une startup. Surtout que pendant très longtemps, il y avait cette image dans l'entrepreneuriat que finalement vous deveniez entrepreneur parce que c'était une alternative raisonnable au chômage. Vous n'aviez pas d'autre choix, vous ne trouviez pas de travail, alors vous alliez créer votre entreprise. Pendant très longtemps, c'était l'image que les entrepreneurs avaient dans la société. Il y a eu un film, The Social Network. Depuis, les entrepreneurs sont devenus les nouvelles rockstars. Il y a un côté très glamour dans l'entrepreneuriat. Ils sont en train de capter l'essentiel de la coolitude. Si vous allez dans la Silicon Valley, c'est en train de devenir le nouveau Hollywood. Hollywood est beaucoup plus ennuyant que la Silicon Valley. La Silicon Valley produit maintenant des plus grandes fêtes. Airbnb va, après-demain, va annoncer les photos de leurs nouveaux locaux. C'est des gens qui ont mis des moyens dans leurs locaux qui dépassent l'entendement. Ils ont reproduit les appartements les plus incroyables disponibles sur Airbnb pour en faire leur bureau. C'est exactement les excès qu'on voyait à Hollywood, dans les studios ou ce genre de choses il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est cette industrie-là qui produit les excès. Pourquoi Google produit des voitures qui se conduisent toutes seules ou a des projets pour aller sur la Lune, alors que ça représente à peine 1/100 de leurs salariés? C'est tout simplement parce qu'ils ont envie de donner le sentiment à l'ensemble des gens qui travaillent pour eux que là, à cet endroit, en ce moment, il se passe quelque chose d'incroyable. Il se passe du rêve au quotidien. Et c'est des machines à rêve. Ces sociétés de l'économie numérique font énormément rêver. Plus aucune société de consulting aujourd'hui ne fait rêver qui que ce soit. Et d'ailleurs, ça produit même une forme d'antisélection. Et je le dis vraiment en toute amitié pour l'ensemble de mes amis qui sont dans le consulting. Mais tous mes amis qui ont rejoint une société de consulting après Normal Sup, après Polytechnique ou après genre d'école, sont tous caractérisés par le fait que c'était les plus peureux de la promo. Et ce n'est pas le genre de sélection que ces sociétés-là ont envie d'admettre. Vous n'avez pas, aucune société de consulting dans le top 5 ou le top 10 a envie de se dire, finalement, tous ces gens qui ont des dossiers scolaires hyper brillants et qui viennent chez moi sont finalement les gens qui avaient le plus peur de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Alors, de l'autre côté, donc ça c'est la première pression sur l'industrie du consulting. Il y en a une deuxième, c'est la pression du marché. J'ai un ami qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a beaucoup fait rire en préparant ça. Je parlais avec lui, je lui dis, alors c'est quoi le plus gros drame que McKinsey a vécu sur les 10 dernières années? Il m'a dit, c'est que le nombre de billets en business class se réduit drastiquement tous les ans. Il me dit, voilà, avant, tout le monde pouvait voyager en business class. Après, ça a été juste les partenaires. Et maintenant, c'est que les partenaires pour des vols de plus de 6 heures. Il me dit, c'est quoi la prochaine étape? on va prendre des vols low cost. Et effectivement, ils ont une PNL qu'ils doivent garder la plus stable possible. Et l'un des coûts les plus faciles à réduire, c'est entertainment et travel. C'est compte E.T. Et vraiment, cette pression du marché qui fait que les devis passent de moins en moins facilement, que les propals sont de plus en plus concurrentiels, qu'aujourd'hui, sur des appels d'offres, vous voyez des choses qui, il y a 15 ans, étaient juste inimaginables. C'est-à-dire un appel d'offres qui peut être gagné dans un grand groupe par une plus petite société que la grande société établie.
C'est quelque chose qui ne faisait pas sens. Il y a 5 ans, je dirigeais une société dans l'Open Innovation. On a été en finale d'un appel d'offres à Sanofi pour une mission de consulting. Et je me souviens très bien de la réaction des achats, disant c'est la première fois on voit une société de moins de 30 personnes finir face à IBM, Accenture, McKinsey, etc. Il s'avère que non seulement on a gagné l'appel d'offres, mais maintenant ils en font beaucoup plus comme ça parce qu'ils sont très contents de l'expérience. Finalement, ils sont en train de se rendre compte qu'une société de moins de 30 personnes, elle n'a pas d'autre choix que surdélivrer. Parce que d'un seul coup, ça devient l'élément vital de cette société. Et c'est un rapport de force extrêmement différent que celui que vous instaurez simplement pour la marque. Et pourquoi? Parce que la pression de marché a produit un phénomène fabuleux sur le marché du consulting, c'est que les gens attribuent de moins en moins de valeur à la marque. Ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, mais il y a une tendance à attribuer de moins en moins de valeur à la marque et de plus en plus à la réalité opérationnelle de la valeur ajoutée captée par la mission. Et de plus en plus, les missions de consulting ont besoin d'avoir un ROI clairement défini. Et ça fait que d'un seul coup, l'élément marque a beaucoup moins d'importance. Puisque l'élément marque, c'est quelque chose qui impacte le retour sur investissement. On peut se dire, ça a moins de retour sur investissement, mais la marque est tellement extraordinaire que je suis plus en sécurité. Les gens achètent de moins en moins ce genre de raisonnement. Et alors, évidemment, il y a un autre phénomène magique, c'est Google. Il y a eu un monde avant Google, il y a eu un monde avant l'information disponible, il y a eu un monde avant le fait que n'importe quel élément de savoir était disponible à distance de 3 clics. Et ce monde-là a disparu. Et alors, quelle est la première conséquence de ça? À mon avis, c'est qu'on peut faire une analogie directe entre ce qui va se passer dans le consulting dans les 5 prochaines années et ce qui s'est passé dans la presse dans les 10 dernières. Qu'est-ce qui s'est passé dans la presse? Dans la presse, winter is coming, dans la presse, on a vu un phénomène incroyable, c'est que les blogueurs sont devenus la nouvelle presse. Le journaliste était cet élément institutionnel généraliste qui faisait le lien entre le demandeur d'information et l'information spécialisée. Depuis que l'information spécialisée est accessible directement aux gens, sans aucun intermédiaire, les gens préféreront toujours aller lire sur un phénomène donné le blog d'un prof à Harvard que l'article dans Le Monde, incompréhensible, et dont tout le monde se demande comment il a pu être produit par qui que ce soit. Et à tel point qu'aujourd'hui, les journaux sont en train de devenir une commodité, que vous voyez émerger de plus en plus des journaux entièrement automatisés. Au Canada, il y a la première société de presse qui enregistre 30% de croissance par mois de lecteurs, 30% de croissance par mois, où il n'y a pas un seul journaliste humain dedans. C'est des robots, et c'est dans le journal, c'est pour les journaux sportifs. Et donc, si l'information est en train de devenir une commodité, et que si ce qu'on cherche dans les journaux, c'est plus l'information, mais l'analyse et la valeur ajoutée, alors les blogueurs auront toujours infiniment plus de valeur que n'importe quel journaliste. Qu'est-ce qui va se passer quand le moindre type dans ce genre-là va être disponible au bout du fil, ou au bout de l'email, ou au bout du forum? Qu'est-ce qui va se passer quand quelqu'un n'aura plus besoin d'un intermédiaire généraliste entre sa question et son besoin d'expertise? Et ça, c'est quelque chose qui change profondément le rapport qu'on peut avoir à la mission de consulting. Si demain, je peux avoir accès quasiment en temps réel à l'information, à l'expertise, à la compétence, pourquoi je paierais un intermédiaire? Si vous regardez structurellement et empiriquement ce qui se passe dans toutes les industries, en général, quand les gens ont le choix entre passer par un intermédiaire ou accéder directement et sans la marge de l'intermédiaire, ils préfèrent toujours le directement. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que finalement, le consulting ne disparaît pas. La disruption dans le consulting ne vient pas du fait qu'il y ait de moins en moins de consulting. En fait, il y en a de plus en plus. Parce que le consulting est en train de devenir une forme transactionnelle entre deux entités, deux personnes, deux sociétés, ou une personne et une société, qui vise simplement à fournir un travail en échange d'un prix. Et cette forme transactionnelle n'a plus besoin d'une structure qui protège.
Parce que les gens n'ont plus cette peur de se dire, finalement, j'ai besoin qu'on me paye un salaire tous les mois. Les gens admettent de plus en plus l'idée qu'ils peuvent prendre un risque sur leurs revenus. Et il y a même un nouveau phénomène, je les appelle les holiday consultants. Vous avez forcément des amis dans ce genre-là. J'ai des amis qui ont la quarantaine passée et qui font du consulting 3 mois par an à chaque fois qu'ils sont à découvert. Et ils ont réduit leur mode de vie, ils ont réduit leur train de vie, ils font des startups ou je sais pas quoi, ils voyagent, ils font ce qu'ils veulent. Et de temps en temps, ils ont un besoin d'argent parce qu'il n'y a plus d'argent. Et donc, ils font une mission de 3 mois, 6 mois, puis après, ils arrêtent à nouveau pendant 1 an, puis ils recommencent. Et en fait, ces gens-là vont prendre directement la chaîne de valeur qui était réservée autrefois aux grands acteurs du consulting. Alors, faisons un zoom sur une startup vraiment très intéressante qui s'appelle Clarity. Qui connaît Clarity ici? Levez la main si vous connaissez Clarity. Ok, 2 personnes. Je pense que au rythme où ils vont, dans 1 an, on va tous connaître dans cette salle. Alors, Clarity a été créé il y a 1 an à peu près, je crois. Je suis plus très sûr de la date, mais à vérifier. Mais il me semble que ça n'a pas beaucoup plus qu'1 an. Clarity a une mission extrêmement simple. C'est de connecter des gens qui ont un besoin d'expertise avec les meilleurs experts du monde. Et alors, Clarity veut bien partager avec nous ce soir une métrique. Le mois dernier, c'est 12 000 calls dans 47 pays. On parle d'une entreprise qui a à peine 1 an, 12 000 calls dans 47 pays. Donc, comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. Vous allez sur l'app, vous posez votre question, vous cherchez par mots-clés. Vous avez une liste d'experts qui vous est proposée. Vous en choisissez un. Cet expert va vous rendre disponible son agenda. Vous allez voir le moment où tous les deux vous êtes libres. Vous allez mettre un slot, plus ou moins long, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Ensuite, la personne va accepter le slot. Vous allez avoir le rendez-vous soit par visioconférence, soit par téléphone. Et vous allez être facturé à la minute par un pricing qui est librement déterminé par le consultant. Et donc, il y a des consultants plus ou moins chers. Vous avez Mark Cuban sur cette plateforme. Vous pouvez parler pour 1 200 $ de la minute avec Mark Cuban. À côté de ça, vous avez des jeunes entrepreneurs. Ils ont pris un premier segment de clientèle extrêmement spécifique, qui sont les entrepreneurs de la vallée. Ils ont commencé par une niche et ils vont commencer à s'étendre. Alors, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais on connaît déjà tout ça. C'est JLG, c'est SVP, c'est toutes ces sociétés où on appelle. Oui, mais il y a une différence fondamentale. C'est qu'au bout de la ligne, là, vous n'avez pas des gens dont l'expertise est extrêmement limitée ou généraliste. Vous pouvez parler à Mark Cuban pour 1 200 $ de l'heure, de la minute. Mark Cuban, milliardaire, il a racheté je ne sais plus quelle équipe de baseball ou de football. Il a une carrière extraordinaire et 20 minutes avec un type comme ça peut changer beaucoup de projets. Et à côté de Mark Cuban, vous avez tous ces anonymes qui sont des experts très pointus. Et quand vous allez sur cette plateforme, vous ne parlez pas à un expert généraliste. Vous savez quel article il a écrit, dans quel domaine il est réputé. Vous avez même sur chaque personne sa notation par rapport à son attitude sur la plateforme et ses missions passées. Donc il y a une transparence de prestation extraordinaire. Si quelqu'un a une mauvaise expérience, il peut l'indiquer. Et tout ça fait que, en fait, Clarity est en train de devenir l'intermédiaire de confiance entre tous les gens qui ont une question et tous les gens qui cherchent une mission. Et qu'est-ce qui se passe sur Clarity? Eh bien, en fait, aujourd'hui, 10% des calls finissent en mission de consulting. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? Tout le monde est en train de réduire son prix à la minute sur Clarity. Parce que tout le monde est en train de comprendre qu'en fait, ça, c'est même pas une plateforme pour faire du consulting. C'est une plateforme de lead et de distribution pour les consultants. Donc demain, quelqu'un qui veut se lancer comme consultant à son compte va avoir quelque chose d'extraordinaire. C'est un intermédiaire de distribution. C'est quelqu'un qui peut tout de suite vous connecter. Et regardez quel effet les intermédiaires de distribution ont eu sur Internet. Pensez Facebook. Avant Facebook, quand vous vouliez lancer quelque chose, il fallait investir de façon monumentale dans la publicité. Aujourd'hui, vous avez des vidéos comme Gangnam Style qui atteignent le 1 milliard de vues
en moins de 6 mois. En termes de distribution, si Universal Music avait voulu faire atteindre le milliard de CD vendus, je peux vous dire que le budget aurait été au-delà de la capitalisation de Universal elle-même. Ça n'aurait pas fait de sens comme projet. Aujourd'hui, vous avez des intermédiaires de distribution qui permettent cette force de frappe à l'information utile. Aujourd'hui, ce que Clarity est en train de bâtir, c'est exactement la même chose dans une micro-communauté. Et pensez-y, parce que finalement, aujourd'hui, les plus grands consommateurs du consulting sont le Fortune 500. Mais au-delà du Fortune 500, il y a un marché beaucoup plus grand qui est le Fortune 5 millions. C'est 5 millions d'entreprises qui ont besoin tous les jours de services, qui ont des questions stratégiques, qui ont des questions de logistique, qui ont des questions d'IT, qui ont des questions d'opération, de recrutement, et qui aujourd'hui ne font pas appel aux sociétés de consulting, et qui d'un seul coup vont avoir accès aux meilleurs cerveaux du monde à la demande. Quel est l'impact de ça? L'impact de ça, c'est qu'ils vont devenir beaucoup plus performants, normalement. S'ils deviennent beaucoup plus performants, de plus en plus d'ETI et de challengers vont représenter une menace directe pour les grandes entreprises. Et ce phénomène de domino un peu prospectif, je fais un petit peu de science-fiction, mais finalement, je n'ai pas l'impression de m'appuyer sur des hypothèses si irréalistes que ça. C'est du déjà vu. On l'a vu dans l'industrie de la musique. On est passé de 50 milliards à 5 milliards en 10 ans. On l'a vu dans la presse. Aujourd'hui, Google a plus de revenus dans la publicité que l'ensemble de la presse américaine réunie. Il n'y a pas de raison qu'on ne le voit pas aussi dans une industrie comme le consulting, où finalement, ce qui a de plus en plus de valeur ajoutée, à savoir le savoir, la connaissance, l'intelligence, la précision et l'expertise, ont de moins en moins besoin d'infrastructures pour les supporter. Et alors, il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur la disruption. C'est que la disruption n'a jamais besoin de commencer avec une meilleure qualité que ce qui existe déjà. Moi, je me souviens, il y a quelques années, sur la question de la VoIP IP, la voix par l'Internet. Je me souviens d'une discussion avec des ingénieurs de Orange qui me disaient « Oui, mais la VoIP IP, ça ne marche pas. » Ah bon, je vous assure, je l'ai utilisé, ça marche super bien. Oui, oui, mais ça ne marchera jamais. Ah non, non, mais je vous assure, ça fonctionne bien. Et c'était un dialogue de sourds pendant 1 heure. Et en fait, des années après, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est mais de toute façon, la VoIP IP, ça ne marche pas aussi bien que les réseaux qu'on a, les réseaux natifs. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas là l'enjeu. Évidemment que Skype coupe toutes les 15 minutes, que c'est insupportable d'avoir l'image brouillée, d'avoir le son où on n'entend pas très bien. Effectivement, le téléphone est d'une qualité bien meilleure. Mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est que c'est gratuit. Si une disruption arrive avec 10 fois moins de qualité, mais un pricing 100 fois ou 1000 fois moins cher, il n'y a aucune raison pour qu'on ne le préfère pas. Et aujourd'hui, si l'argument, c'est de dire que les grandes sociétés de consulting sont capables de produire une qualité de travail et une qualité de rendu qu'aucun consultant indépendant est capable de produire, certes, j'en doute pas une seconde. Mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu est à quel point cet arbitrage entre cette qualité et la nécessité constante de réduire les coûts et de devenir plus compétitif, lequel des deux va l'emporter? Et alors, il y a un cas qu'on est en train de vivre en ce moment et qui, je pense, est une très très bonne analogie avec ce qui va se passer dans le consulting. C'est le cas Airbnb. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Airbnb, si vous partez bientôt en vacances, je vous invite vraiment à aller dessus. Ça vous permet de louer une chambre chez l'habitant ou de louer un appartement pour vos vacances, vos séjours professionnels, etc. Quand Airbnb a commencé, je me souviens très bien des discussions des investisseurs. C'était, mais ça ne va jamais marcher. Qui peut être assez dingue pour aller louer une chambre chez un inconnu? Pourquoi faire? Enfin, vous imaginez? Et qui peut être assez dingue pour, encore pire, accueillir un inconnu chez soi? Il va ravager votre appart, il va mal se comporter, il peut être potentiellement violent, voleur. Donc, c'est des risques que tous les gens imaginaient. 5 ans plus tard, Airbnb produit un nombre de nuitées impressionnant et en croissance constante tous les mois.
qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé 3 choses. Première chose, c'est que beaucoup de gens avaient besoin d'Airbnb comme complément de revenus pour payer le crédit immobilier qui était devenu trop cher à payer. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, les gens sont en train de se rendre compte que finalement, l'expérience tant vantée des hôtels, où on est soi-disant bien traité, bien accueilli, etc., bah, finalement, était très average par rapport à la bonté moyenne des gens. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, la personne moyenne, en fait, est sympa, avenante, accueillante. Et tous les gens qui ont commencé à utiliser Airbnb sont revenus en se disant, mais en fait, c'est génial, j'ai un cadre beaucoup plus sympathique. Et puis la troisième chose, c'est qu'en fait, il y a tellement de concurrence que c'est moins cher. C'est moins cher pour une qualité de service bien meilleure. Et donc ces 3 phénomènes combinés ont fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les hôtels ont de plus en plus de mal à résister à la concurrence d'Airbnb. Et aujourd'hui, les hôtels ont besoin de Airbnb. Et aujourd'hui, des hôtels commencent à mettre des chambres en concurrence par rapport aux appartements sur Airbnb. Et vous voyez comme une disruption qui arrive par le plus bas du marché, par le low-end, peut finir par attaquer le high-end du marché et que les gens se disent on ne peut plus ignorer cette plateforme parce que 15 ou 20 millions de personnes s'y connectent tous les jours. Et aujourd'hui, par exemple, la première ville où ça a commencé, c'est Berlin. Vous pouvez regarder Berlin. Si vous allez sur le Airbnb à Berlin, vous verrez qu'on vous propose à la fois des hôtels, on vous propose aussi des chambres chez l'habitant et on vous propose des appartements privatifs à louer. Et les 3 sont mis en concurrence sur une même plateforme. Imaginez si demain les cerveaux sont mis en concurrence exactement de la même façon sur une plateforme. Et Airbnb, c'est arrivé en moins de 5 ans. Il n'y a pas de raison que Clarity fasse pas, ou un autre, parce que je vous ai cité Clarity parce que je trouve que c'est le mieux exécuté, que c'est le plus beau, etc. Mais des équivalents de Clarity, en ce moment, il en apparaît un tous les mois. Et qu'est-ce qui va se passer si l'un d'entre eux devient le Airbnb du cerveau? Qu'est-ce qui va se passer pour toute cette industrie? Quel va être l'impact? C'est très difficile à dire. Mais en tout cas, je pense que c'est encore plus difficile à ignorer. Alors, il y a un autre phénomène assez amusant sur le marché du consulting, c'est qu'en plus de toutes ces tendances, micro et macro, il y a une conséquence organique, en fait, à la structuration du marché du consulting, c'est que beaucoup de consultants ne restent pas consultants toute leur vie. Ils finissent par rejoindre des grands groupes, ils finissent par devenir des cadres supérieurs et des cadres dirigeants. Et alors, ça a 2 impacts. Le premier, c'est que ces gens finissent par devenir cadres supérieurs ou cadres dirigeants avec un ensemble d'outils qui avant n'étaient pas disponibles et qui maintenant sont disponibles, leur permettant de continuer leur travail et leur valeur ajoutée de consultants sans passer par des consultants. Et la deuxième chose, c'est que la plupart de ces gens sont aussi engagés pour justement ne plus avoir besoin de consultants extérieurs. C'est l'un des premiers arguments à leur recrutement. Ben, on va embaucher un McKinsey, ça nous évitera de dépenser beaucoup d'argent chez McKinsey. C'est quelque chose que j'ai vu. Moi-même, je l'ai vécu. Je travaille pour une société de consulting. Je me suis fait recruter par une grande société qui a dit bah, ça coûtera quand même beaucoup moins cher de te payer un salaire que de te payer les 3/4 de frais qu'on ne comprend pas. Et alors, l'autre conséquence à ça, c'est que non seulement beaucoup de consultants deviennent des cadres dirigeants, mais surtout beaucoup lancent leur propre boutique. Il n'y a jamais eu autant de sociétés de services qui sont créées. On est en train de vivre une révolution entrepreneuriale incroyable qui fait que les gens ont de plus en plus envie de créer leur travail plutôt que chercher un travail ou même trouver un travail. Et ça fait que demain, on va avoir ce marché complètement fragmenté où l'ensemble des ressources disponibles ne pourra plus être connu. Et alors, il y a un acteur qui s'est positionné là-dessus de façon extraordinaire et qui est en train, en fait, de véritablement capter ce marché et de devenir l'intermédiaire de confiance, c'est LinkedIn. Souvenez-vous comment ça fonctionnait avant LinkedIn. Moi, j'étais trop jeune. mais avant LinkedIn, il y avait beaucoup
il y avait énormément de travail à faire pour vérifier les références, le background, d'où venait la personne, qu'est-ce que la personne avait fait. Aujourd'hui, n'importe quel inconnu qui vous contacte par LinkedIn, vous pouvez en 3 minutes savoir qui il est, ce qu'il fait, avec qui il est connecté, qui il connaît. D'ailleurs, la plupart d'entre vous, vous avez été invités par LinkedIn. Le succès même des Barbare Attack démontre la puissance du fonctionnement de LinkedIn. Et la plupart des emails que je reçois de cold email, le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller voir qui est la personne sur LinkedIn. Avant, c'était un privilège réservé au président des États-Unis. Maintenant, n'importe qui a une CIA à sa disposition, elle est en ligne. D'ailleurs, c'est le sujet un peu troublant du moment. Mais véritablement, cette fragmentation est possible et les gens n'ont pas peur de créer leur micro-firme de consulting parce qu'ils savent qu'ils seront trouvables. Ils savent que la distance entre leurs clients potentiels et l'exécution de leurs prestations n'est pas un gouffre qu'on ne peut pas résoudre. Pourquoi? Parce que des plateformes d'intermédiation comme LinkedIn ont capté 200 millions, 300 millions et bientôt 400 millions de professionnels. Alors, prenons les missions fondamentales telles que je les vois et je serais très intéressé d'avoir votre opinion là-dessus. Mais on m'a toujours dit que l'une des premières valeurs des consultants, c'était d'aider les entreprises à travailler au-delà des silos et au-delà des baronnies. C'est que la plupart des entreprises sont organisées dans ces silos extrêmement étanches, qui ne communiquent pas entre elles, qui ont beaucoup de mal à se coordonner, et que les consultants sont la solution magique à ça. Alors là, le problème, c'est qu'on est en train de vivre une disruption. J'ai mis 3 exemples, mais j'aurais pu en mettre des centaines. Vous avez Asana, Trello, Podio, Salesforce. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres, mais les outils collaboratifs en ligne pour aider le travail dans les entreprises ont explosé. Les fameux réseaux sociaux d'entreprise ont explosé dans les 5 dernières années. Alors effectivement, dans les très grandes structures, les gens sont relativement frustrés en se disant « bon, je ne suis pas certain que ça sert à grand-chose, je ne suis pas sûr que ça a énormément amélioré la communication interne ». Mais dans toutes les structures intermédiaires, par exemple, Asana, alors Asana, c'est une société qui a été fondée par l'un des cofondateurs de Facebook et qui aujourd'hui a une centaine de milliers de clients à travers le monde. Et Asana explique qu'ils ont fait une étude sur leurs 500 meilleurs clients et ils ont découvert que les 500 meilleurs clients avaient réduit par 3 leur nombre d'heures en réunion et en coordination. Et on parle d'entreprises entre 100 et 500 employés, qui est vraiment le cœur de cible de Asana. Ils n'ont pas encore trouvé comment on fait ça dans une structure de 20 000 ou 30 000 personnes. Mais le Asana n'a que 2 ans. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est projetez-vous. Qu'est-ce qui va se passer quand Asana aura 10 ans de travail derrière lui? Quand on voit les progrès d'ergonomie qui ont été faits dans la collaboration sur les 5 dernières années et qu'on se projette simplement sur les 5 prochaines années, on a de bonnes raisons d'être optimiste. La deuxième mission, c'est de travailler au-delà de la hiérarchie. Alors, effectivement, il y a des entreprises où il y a énormément de distance entre le stagiaire et le décideur. Et il y a énormément de couches intermédiaires. Et pendant longtemps, les consultants ont été vus comme ces personnes qui savaient aller en profondeur dans la structure et remonter l'information pertinente. Mais alors ça, le problème, c'est qu'on est en train de vivre une révolution culturelle de ce point de vue-là. Le monde est de plus en plus flat. C'est de plus en plus dur de contenir les stagiaires. Récemment, j'ai entendu cette anecdote. Je ne vais pas citer l'entreprise, mais un dirigeant d'une grande entreprise française est venu nous raconter ici que récemment, il avait reçu un email d'un de ses stagiaires et qu'il a trouvé ça offusquant pendant 2 heures. Et puis, il a fini par lire l'email et puis il a fini par rencontrer le stagiaire. Et puis, il a promu le stagiaire parce que finalement, il s'est dit « mais pourquoi ce type est stagiaire? Ça n'a pas de sens ». Et je pense que ce genre d'histoires qui aujourd'hui font des bonnes histoires de salon, font des choses qui sont merveilleuses, qu'on peut se raconter entre nous, qui nous font rire, vont devenir de plus en plus des histoires courantes. Parce que la légitimité d'expérience est en train de disparaître. La légitimité
qui vient du fait qu'on a passé plus d'années à faire quelque chose plutôt que quelqu'un d'autre va disparaître. N'oubliez pas qu'on est en train de vivre un phénomène historique majeur. Pour la première fois, une jeune génération en sait plus que la génération précédente à propos du monde qui nous entoure. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Internet, dans le numérique, dans tout ce qui aujourd'hui attaque fondamentalement les chaînes de valeur de beaucoup de grandes entreprises, vous avez plus de chances d'avoir une explication simple et rationnelle chez quelqu'un de moins de 25 ans que chez quelqu'un de plus de 50 ans. Et en plus, je dis moins de 25 ans parce que je suis un peu plus vieux, et même moi, je vis au quotidien avec les startups cette difficulté majeure à maintenir le rythme de compréhension des innovations qui arrivent. Quand vous êtes dans cette industrie, votre peur est d'être dépassé. Je vais vous citer juste une anecdote que j'adore. J'ai un petit neveu qui a 15 ans. Et la dernière fois, je regarde par-dessus son épaule et je vois son ordinateur. Et je vois l'ensemble des fichiers de son ordinateur dans un seul dossier. Alors je l'attrape, je lui dis, mais tu veux pas me ranger ton ordinateur? Il me regarde avec des yeux, il me dit, mais pourquoi je rangerais mon ordinateur? Bah, comment tu fais pour trouver quelque chose? Eh ben, je cherche sur le moteur de recherche. Et j'ai vécu un choc de paradigme. Je viens de la génération de transition. Moi, j'ai connu les exposés en bibliothèque. Moi, mon ordinateur est organisé comme une bibliothèque. Il y a des dossiers, des sous-dossiers, des sous-classements. Mais c'est la façon la moins efficiente de ranger des données à l'ère où les moteurs de recherche ont complètement bouleversé ce paradigme. Et on parle d'un jeune garçon qui a grandi dans ce paradigme, qui ne voit pas pourquoi il établirait la moindre hiérarchie, alors qu'aujourd'hui, le moindre moteur de recherche lui permet de retrouver en moins de 3 minutes l'application ou le logiciel qu'il cherche. Et cette petite anecdote que je vous raconte, elle est très importante parce que les changements de paradigme, c'est ce qui fait qu'à un moment, on ne comprend plus le monde qui nous entoure. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter, la vague. La vague, elle a déjà commencé, elle est déjà là, elle s'attaque à énormément de domaines. Et pourquoi pas le consulting? Pourquoi le consulting serait une industrie épargnée, après tout? Alors, dernier point, c'est forcing decision making. Ça, c'est un des éléments importants de pourquoi faire appel à une société de consultants. On va pouvoir se mettre d'accord et enfin prendre une décision. Et alors, finalement, c'est quelque chose qui se heurte c'est une nécessité, à un besoin qui semble de moins en moins nécessaire grâce à la culture de l'accountability. Il y a de plus en plus de gens qui, un jour dans leur vie, ont créé leur entreprise. Et s'il y a un élément que vous apprenez un jour en ayant créé votre entreprise, c'est à être responsable des décisions que vous prenez. Parce que dans une grande entreprise, vous pouvez être promu pour avoir fait de grandes erreurs, mais les avoir fait en rythme et bien. On peut vous dire bravo pour le travail accompli. Quand vous avez votre propre entreprise, le marché ne vous dira jamais bravo pour le travail accompli. Quand vous créez votre entreprise, vous êtes face à une réalité qui est une méritocratie où vous êtes simplement jugé par le temps et l'argent des gens. Soit les gens vous accordent du temps, soit les gens vous accordent de l'argent, mais personne ne vous accordera de la bienveillance. Et cette culture de la responsabilisation et cette culture de l'accountability qu'on retrouve dans les startups se dissimule de plus en plus au fur et à mesure que ces gens sont acquis par les entreprises. Et c'est une force extrêmement forte à l'encontre de l'idée qu'il faut quelqu'un d'extérieur pour nous aider à prendre une décision. Finalement, le syndrome du not invented here qu'on a retrouvé dans les équipes techniques est de plus en plus présent dans les équipes de management, dans le not decided here. On estime qu'on a de moins en moins besoin. Et ça, c'est vraiment je pense, l'une des forces fondamentales des 5 ou 10 dernières années concernant le management de beaucoup de structures. Et il y a des très grandes entreprises qui fonctionnent comme ça. Je pense que Apple est l'un des exemples. Apple a une structure qui s'appelle la DRI, Direct Responsible Individuals, où vous avez une sorte de classeur énorme où vous pouvez savoir qui est responsable de quoi par tâche à l'intérieur d'Apple, et il n'y a toujours qu'une seule personne. Il ne peut jamais y avoir 2 personnes. C'est un peu comme sur un bateau. Sur le pont d'un bateau, quand un officier rentre, l'officier inférieur sort. Vous n'avez jamais 2 officiers supérieurs sur le pont. Apple, c'est un peu la même chose. Et cette culture de l'accountability
se passe extrêmement bien du conseil extérieur. Alors, le dernier élément, dernière mission critique, c'est que pendant très longtemps, les consultants avaient le monopole du data-driven. C'était les gens qui pouvaient venir et désensibiliser et dérationaliser une situation. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une culture de la création, de l'analyse et de la communication de data. Le problème, c'est que les data, il y en a de plus en plus. 2, elles sont de plus en plus facilement disponibles aux décideurs. Et ça, c'est pareil, c'est une révolution des outils. Alors, premier Startup Genome Project, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une entreprise. Alors, c'est assez marrant parce que, encore une fois, c'est un acteur qui commence par une niche et qui, si vous tracez le vacuum de ce qu'ils peuvent devenir, c'est extrêmement intéressant. Mais Startup Genome Project a commencé par la niche de dire la plupart des startups prennent des décisions irrationnelles parce qu'elles n'ont pas de bonnes métriques de décision. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va modéliser, on va numériser des centaines de milliers de startups à travers le monde. Et quand vous fondez votre startup, ils sont capables de vous dire, sur l'ensemble des décisions que vous prenez, si vous êtes on track ou pas. Combien je paye mes ingénieurs? Je paye mes ingénieurs 80 000 par an en moyenne. Bon, bah, c'est trop, c'est pas assez. Les boîtes du secteur ayant la même disponibilité de talent payent tant. Et l'ensemble de ces informations est dans un dashboard que n'importe quel CEO peut utiliser. Et donc, l'intelligence artificielle prend le relais sur 80% des missions de consulting et 80% des mentors startup. Ces types-là sont en train de numériser l'accompagnement des startups par la donnée et par l'intelligence artificielle. Et une fois que vous avez conquis cette micro-niche, parce qu'elle est intéressante cette micro-niche à conquérir les startups, parce qu'elle est extrêmement médiatique, elle est très glamour, elle porte la prochaine génération. Donc stratégiquement, ce n'est pas idiot de commencer par ça. Mais maintenant, imaginez que vous faites tout le reste. Vous faites l'industrie, les restaurants, les hôtels. Vous prenez tout l'ensemble des données et vous les transformez en actionnables pour les dirigeants. Vous imaginez l'ensemble des missions qui perdent, ne serait-ce que même leur pertinence, simplement par l'existence de Startup Genome Project. Alors, ça ne s'appelle pas Genome Project pour rien. C'est parce que leur idée, c'est véritablement qu'il existe un génome des projets à succès et un ADN du succès. Je ne sais pas s'ils vont réussir ou pas, c'est vraiment très tôt pour le savoir. Aujourd'hui, ils ont seulement 100 000 clients dans le monde, 100 000 startups. Bon, c'est un début, mais c'est extrêmement intéressant. Deuxième, c'est Mixpanel. Alors, Mixpanel, c'est le leader de l'information pour les sociétés web. Aujourd'hui, n'importe qui dirige une société web a l'ensemble des tableaux de bord de son activité pertinente disponibles. Et il peut prendre à partir de ça des décisions, des décisions data-driven. Et en plus, dernier outil Palantir, plus utilisé dans les grandes entreprises, qui permet en fait de prendre plein de bases de données non structurées et les structurer dans un lieu unique afin de prendre des décisions data-driven et de donner une interface compréhensible aux humains pour pouvoir interpréter, manipuler et gérer ces données. Et ça, c'est 3 exemples. Il y a plein d'outils, je suis sûr que vous en connaissez plein, de business intelligence, etc. Aujourd'hui, de plus en plus de sociétés prennent des décisions data-driven sans aucun intermédiaire. De plus en plus, les stratégies big data et les stratégies data-driven sont un élément clé de la gestion des entreprises. Alors, dernière mission, fournir des idées et de l'innovation. Pendant très longtemps, il y a un livre que j'avais lu quand j'étais très jeune qui expliquait que le travail d'un consultant, c'était comme les abeilles, c'était d'aller dans une entreprise, de prendre le pollen et de l'emmener au loin et décimer d'entreprise en entreprise. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'information va beaucoup plus vite que n'importe quelle mission d'information ou de consulting peut produire. Et l'information et l'innovation et les idées sont en train de devenir une commodité. D'ailleurs, il y a une profession dans laquelle on voit ça, c'est la banque d'affaires. Parce que la banque d'affaires offre de plus en plus de missions, conseils, prospection, innovation, parce qu'ils se rémunèrent sur le capital et ils se rémunèrent sur les transactions en capital. Et si les banquiers d'affaires le font de plus en plus facilement et le font de plus en plus profondément,
C'est parce qu'ils ont le sentiment que cette information est de plus en plus facilement accessible. Et je veux dire, prenez YouTube, TED, il y en a plein, mais imaginez quelque chose comme TED, ce que ça a changé dans notre monde. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller sur TED et avoir les cerveaux les plus brillants du monde expliquant sur quoi ils sont en train de travailler pour les 10 prochaines années. Sur YouTube, Coursera, par exemple, qui est un MOOC, Massive Online Open Course, a levé 43 millions avant-hier. Et le but de Coursera, c'est d'aller filmer les cours de toutes les universités les plus prestigieuses du monde et les mettre en ligne, disponibles gratuitement. Avant une consultation avec un prof de Harvard, ça pouvait coûter très cher. Aujourd'hui, un stagiaire peut aller en ligne, avoir une consultation avec un prof d'Harvard, peut même lui poser des questions. Si la question est suffisamment pertinente, alors elle sera upvotée par les gens et il y répondra. Et avoir l'information et la synthétiser, la rendre. Aujourd'hui, ça c'est accessible à un stagiaire. C'est plus une question de carnet d'adresses, c'est plus une question de connexion, c'est plus une question de réseau. C'est véritablement, simplement une question de pertinence et de travail sur l'information qui est déjà disponible, ce qui change beaucoup de choses. Et à ça, il y a un phénomène encore plus large qui est l'open innovation, qui en fait, c'est toutes ces plateformes qui vous proposent de résoudre vos problèmes en échange d'une somme d'argent donnée. Alors moi, j'ai dirigé l'un des leaders, c'est le numéro 2 au monde dans l'open innovation, Hippios. Et alors, il y a quelque chose de fascinant dans ce domaine-là, c'est que c'est un domaine qui marche super bien, c'est un domaine qui résout plein de problèmes, mais c'est un domaine qui n'arrive pas à trouver de business model. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer l'histoire typique. L'histoire typique, c'est que vous avez un client qui vous explique « à ce problème-là, je suis prêt à donner des millions de dollars pour le résoudre. » Des millions. J'ai même eu un problème à 5 millions de dollars. Donc vous prenez le problème, vous le mettez en ligne, vous balancez la compétition à des milliers de gens à travers le monde, vous recevez des centaines de solutions, ces solutions sont travaillées, discutées en groupe, à la fin vous avez un rapport, le client prend le rapport, et c'est toujours la même phrase, « Non mais je ne vais pas payer 5 millions pour ça. C'est pas possible que ce soit aussi simple. » Et vous n'imaginez pas comme cette histoire se répète à nouveau et à nouveau et à nouveau. Et moi j'ai mis 3 ans à comprendre qu'il n'y avait plus de valeur dans l'info. Que ce que j'aurais dû facturer, c'était l'organisation de la compète, pas la résolution du problème. Et le problème, c'est que quand vous dites aux gens que vous allez leur organiser cette compète, ben vous savez ce qui se passe? Ils ouvrent leur propre site de compétition. Et d'un seul coup, ils se disent, ouais, bon, ça, en fait, ça n'a pas tant d'intérêt que ça, ces entreprises. Et vous prenez tous les acteurs, que ce soit Innocentive, Nine Sigma, Hippios, l'ensemble des acteurs de l'open innovation, il n'y en a pas un dont le chiffre d'affaires décolle. Et ils sont tous victimes de cette situation. Et je pense que ça montre profondément que si l'attrait de la marque disparaît dans ce secteur, il ne va pas rester grand-chose comme valeur. Si les gens arrêtent de penser que… Et encore une fois, le grand problème, c'est que c'est une industrie qui est extrêmement dépendante de grands comptes qui n'ont pas un alignement parfaitement rationnel avec ce qu'ils commandent. Beaucoup de grands comptes vous expliquent que s'ils font appel à ces services-là, c'est parce qu'ils ont besoin d'un faire-valoir, c'est parce qu'ils ont besoin d'une réputation, parce qu'ils ont besoin que quelqu'un d'autre porte la responsabilité des décisions qu'ils vont prendre. Mais tout ça résiste très mal à un marché où les grandes entreprises sont de plus en plus attaquées. Alors, il y a un autre élément, c'est que finalement, si vous regardez les nouveaux acteurs émergents dans le consulting et qui sont en train de devenir géants, Frog Design et IDEO, par exemple, pour en prendre que 2. Qui connaît IDEO ici? Ça commence à être un peu plus connu. Mais IDEO, c'est quand même une histoire extraordinaire. Donc IDEO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de design qui a été fondée par 2 frères. C'est quand même les gens qui ont mis au point la souris d'Apple. Ils ont mis au point des milliers d'objets. D'ailleurs, je vous invite à regarder un film en ligne qui est sur YouTube gratuitement, qui est le film qui a fait connaître IDEO au monde en 1996, qui s'appelle Shopping Cart by IDEO, où en fait IDEO prend le challenge de mettre au point en 1 semaine un chariot de course nouvelle génération pour les supermarchés. Et en fait, IDEO s'est transformé en société de conseil en stratégie. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la fusion
entre la stratégie et l'exécution de cette stratégie. IDEO est un acteur qui prétend pouvoir vous expliquer comment améliorer la valeur dans votre chaîne de production et dans votre chaîne de valeur, et en plus d'implémenter les outils nécessaires à l'amélioration et à l'implémentation de ce succès-là. Et ils appellent ça le design thinking, ils ont un succès incroyable. Il y a même une école là, qui vient d'ouvrir à Paris sur le design thinking. C'est extrêmement à la mode, tout le monde en parle. C'est pas pour rien, il y a un vrai attrait. Je vais vous citer une histoire IDEO que je trouve extraordinaire. C'est une mission IDEO Burger King, où Burger King a mis en compétition IDEO et une société de conseil plus classique sur la question du milkshake. Comment améliorer les ventes de milkshake aux États-Unis. Donc la première société, la société de consulting classique, a fait des interviews des clients, a fait du positionnement, a changé la recette, a changé la marque, a travaillé avec des agences de communication pour faire des clips qui améliorent la perception que les gens ont des milkshakes vendus par Burger King. Donc ça, c'est la première mission. C'est ce qu'on voit très classique d'une mission sur un produit qui est un peu délaissé et qu'on veut faire revivre. Et IDEO a fait autre chose. IDEO, ils ont été interviewés tous les gens qui achetaient un milkshake. Ils ont été se planter, ils sont partis, et ont dit aux gens, mais pourquoi tu achètes un milkshake? Et IDEO s'est posé la question, à quoi sert le milkshake? Quel job le milkshake essaie de résoudre? Et les gens ont expliqué, voilà, pour aller au bureau le matin, j'ai un commute très long. Et j'ai pris mon petit déjeuner tôt, j'ai pas envie de me gâcher mon déjeuner. Donc j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me tient au ventre et que je peux boire sur suffisamment longtemps, parce que mon trajet dure 1 heure et demie entre chez moi et mon travail. Et donc IDEO a changé la recette du milkshake, a densifié la recette du milkshake pour que ça tienne plus au ventre. Ils ont fait les deux, ils ont fait cette campagne de marque et ils ont fait cette campagne IDEO où ils ont simplement changé la recette. Ben, c'est IDEO qui a explosé les résultats, puisque Burger King vend plus 30%, plus 40% de milkshakes, parce que les milkshakes, par IDEO, résolvent le problème pourquoi en fait, les gens les consomment principalement. Et vous voyez, cette approche, elle est symptomatique de la façon de faire d'IDEO, parce que c'est des gens qui sont venus dans le marché de consulting en disant le but du jeu n'est plus d'être des généralistes venant faire des synthèses, le but du jeu, c'est d'être des designers où on peut comprendre la mécanique profonde, quel que soit le domaine, et on devient des experts aux méthodes d'innovation et à l'implémentation de ces méthodes. Puisque c'est IDEO lui-même qui a été travaillé avec des cuisiniers pour améliorer la recette. Et je vous épargne la façon dont ils ont amélioré la recette, puisqu'ils n'ont pratiquement jamais goûté cette recette. Ils ont simplement divisé les quartiers en sous-groupes, et ils ont vu dans quel quartier, quelle recette fonctionnait, et ils ont mis en concurrence des centaines de cuisiniers. Donc même jusque-là, en fait, ils ont profondément réinterrogé la façon dont on peut produire. Quand McDonald's a changé la recette de ses Big Mac, ils ont été voir un grand chef. Pour vous donner la grande différence de perception entre ces deux mondes. Et le problème, c'est que, enfin du moins l'avantage que IDEO a, c'est que IDEO a une politique de facturation très agressive sur ses clients, sur la valeur ajoutée produite. Et parce qu'ils sont toujours capables de ramener les missions qu'ils font à un élément de ROI extrêmement objectivable. Et alors, juste pour conclure, et je pense que c'est l'idée la plus profonde, et c'est la thèse sous-jacente depuis le début, et c'est la thèse où sans doute on ne sera pas d'accord, mais c'est un élément très important de la philosophie de The Family, c'est que je pense que de plus en plus, les grands groupes vont être attaqués dans leur mission fondamentale et on va avoir de plus en plus de mal à résister à l'ensemble des acteurs de niche entrepreneuriaux qui apparaissent. Qu'entre un manager dans un grand groupe et un entrepreneur, l'entrepreneur sera toujours plus motivé et que l'opportunité entrepreneuriale est de plus en plus une opportunité de niche. Il vaut mieux rendre un petit nombre de clients extrêmement satisfaits que d'avoir un grand nombre de clients qui sont ambivalents par rapport à ce que vous produisez. Elle est là l'opportunité entrepreneuriale. Et que l'ensemble de la valeur ajoutée va de plus en plus être produit par des sociétés qui vont capter des marchés plus ou moins grands, mais ce sera toujours des marchés de niche. Vous avez des marchés de niche géants. Apple est un acteur de niche géant, mais ça reste un acteur de niche.
Apple n'a jamais mis de clé USB sur son iPhone. C'est un choix délibéré par rapport à la niche qu'il représente. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, face à la concurrence et face au fait qu'il n'a jamais été aussi facile de créer une entreprise, des milliers d'acteurs sont en train d'émerger. Aujourd'hui, la concurrence, elle n'est plus vis-à-vis de… Coca-Cola, par exemple, vient de faire un partenariat avec Startup Weekend et le CEO de Coca-Cola dit « La concurrence de Coca, c'est depuis très longtemps, c'est plus Pepsi. La concurrence de Coca, c'est les milliers de marques qui apparaissent tous les ans sur des micro-niches de boissons qui captent notre valeur sur l'ensemble des marchés qu'on avait réussi à conquérir. » Et on a besoin de comprendre ce phénomène et on a besoin de le capter pour être beaucoup plus agressif dans notre approche et dans notre fragmentation. La question, c'est est-ce que Coca pourra résister à cette vague ou pas?